Je rentrais chez moi ce jour-là, un peu fatiguée par ma journée au bureau, quand j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. Il était là, dans l'entrée, les traits tirés, une épaisse liasse de papier serrée contre lui comme un secret trop lourd à porter. Il n'a même pas pris la peine de me saluer normalement, il a juste posé les feuilles sur la table de la cuisine en annonçant, avec cette assurance étrange qui ne présage rien de bon. Tout est prêt, il ne manque plus que ta signature. J'ai attrapé les documents, curieuse d'abord, puis de plus en plus glacée à mesure que je lisais. Un contrat de prêt. Une somme énorme. Pas un mot sur nous, sur notre appartement, sur notre vie à deux. Juste cette dette qui allait nous engloutir, au nom d'un soi-disant réaménagement de l'appartement de sa mère à Saint-Étienne. Comme si ma vie, notre avenir, n'avait aucune importance face à ça. Je levai les yeux vers lui, le cœur serré, et je murmurai, « Mais c'est quoi, ça ?» Il souriait, ce sourire qu'on réserve aux enfants quand on leur offre un cadeau empoisonné. « Tu comprends, maman galère, l'appartement est vieux, il faut le remettre à neuf. Avec ce prêt, on aura des conditions avantageuses, les taux sont bas, on va s'en sortir. » S'en sortir ? Nous, qui peinons à boucler les fins de mois, à payer les factures sans compter les centimes ? Ce mot sonnait comme une insulte. Je sentis mes joues s'empourprer, pas de colère, mais de cette peur sourde qu'on ne peut plus ignorer. Tu te rends compte du risque ? Sa main fit un geste vague, comme si mes craintes ne valaient rien. J'ai tout calculé. Il suffit que tu signes. Je repoussai les papiers, non, je refusais. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il entendait. Son sourire s'effaça. Son regard devint dur, presque menaçant. Pourquoi pas ? C'est ma mère, ça ne te plaît pas ? Il fronça les sourcils, la voix qui se durcit. Tu lui en veux ? Je pris une profonde inspiration, tentant de maîtriser ma voix. Ce n'était pas contre sa mère. C'était contre cette folie, contre nous, contre notre vie qu'il piétinait sans un regard. Ce n'est pas une question de ta mère. C'est une question de nous, de notre mariage. Je ne peux pas prendre un crédit pour un appartement qui n'est pas le nôtre. Il se leva brusquement, la chaise racla le sol avec fracas. L'air dans la pièce devint soudain irrespirable, lourd comme une tempête qui approche. Tu es ingrate. Ma mère est sacrée pour moi. Elle a tout fait pour moi. Et toi, même pas capable de signer. Sa voix s'éleva, perçant mes oreilles. Je serrai les poings pour ne pas trembler, pour ne pas céder à la panique. Je soutins son regard, résolu. Je ne te laisserai pas m'imposer cette dette. Il faisait les 100 pas, nerveux, comme un animal en cage. Chacun de ses mouvements était un coup de tonnerre. Il saisissait le stylo, le posait devant moi, essayait encore et encore de me faire céder. Je repoussais, et il s'énervait de plus en plus. Tu me rends honteux. Comment je vais dire à ma mère que tu refuses ? Je me couvris le visage, les larmes menaçant de couler, mais je les retenais. Je savais que si je pleurais, il croirait m'avoir brisé. Mais à l'intérieur, un feu brûlait, mélange de peur et de colère. Je ne signerai pas. Son visage se déforma de rage, ses yeux devinrent sauvages, effrayants. Il s'approcha, me saisit le poignet avec une telle force que j'eus un sursaut de douleur, un petit cri s'échappa de mes lèvres. « Signe » hurla-t-il. Je tentai de me dégager, mais il était trop fort. Ma main heurta violemment le bord de la table. Une décharge fulgurante traversa mon doigt, je poussai un cri d'agonie. Le monde devint flou, je m'effondrai sur le canapé, pressant ma main contre ma poitrine. Il recula, visiblement surpris, mais son visage gardait cette colère noire. Je regardai mon doigt, déjà enflé, la douleur devenait insupportable. Je compris qu'il était cassé. Le silence s'installa, seulement brisé par ma respiration haletante. Il se tenait là, lourd, planté devant moi, et lâcha d'un ton sec, cruel, « C'est de ta faute. Si tu avais signé tout de suite, rien de tout ça ne serait arrivé. » Je n'en revenais pas. Pas un mot d'excuse, pas une once de compassion, juste des accusations. Les larmes coulaient, mais pas à cause de la douleur. À cause de la réalité, j'étais face à un homme pour qui ma vie ne valait rien. Il retourna à la table, reprit le contrat et marmonna quelque chose, comme si mon doigt cassé n'était qu'un détail. Moi, je restais là, serrant mon pouce meurtri, une résolution glaciale grandissant en moi. C'était le moment où tout avait basculé. Je ne pouvais plus me voiler la face, espérer qu'il changerait, qu'il se souviendrait que j'étais sa femme, pas son adversaire. Ce mariage craquait, non pas à cause de ce prêt, ni même à cause de sa mère, mais parce qu'à mes côtés se tenait un homme prêt à me briser pour imposer sa volonté. Et cette vérité me glaçait plus que la douleur dans mon doigt. La nuit qui suivit, le sommeil m'échappa presque totalement. La douleur pulsait dans mon poignet à chaque mouvement, mais ce qui pesait le plus, c'était son absence de considération. Il ne vint pas voir comment j'allais,
ne posa aucune question, se contenta de se tourner vers le mur pour dormir. Moi, je restais assise là, serrant ma main contre moi, retenant mes sanglots pour ne pas le réveiller. L'aube pointait quand je me décidai enfin à me lever, à rassembler mes affaires pour aller à l'hôpital. Je savais qu'il s'opposerait, qu'il dirait que ce n'était rien, que ça passerait tout seul. Mais je ne pouvais plus supporter ça. Le matin me cueillit dans un silence glacial. Il était dans la cuisine, une tasse de café à la main, le regard rivé sur son téléphone. Les papiers restaient là, sur la table, pliés avec soin. Il ne posa même pas les yeux sur moi quand j'entrai. Je mis ma veste doucement, évitant de bouger la main blessée. Il leva les yeux enfin, mais dans son regard, il n'y avait ni compassion, ni inquiétude, seulement de l'agacement. « Tu vas où » demanda-t-il sèchement. Je répondis que j'allais aux urgences. « N'importe quoi. Ce n'est qu'un doigt, ce n'est pas comme si tu avais perdu une jambe, grogna-t-il, replongeant dans son téléphone. Ces mots me blessèrent plus que la douleur physique. Je sortis sans un mot, décidé à ne plus me justifier, à ne plus attendre de lui le moindre signe de tendresse. À l'hôpital, le médecin comprit tout de suite la gravité. Il examina ma main avec précaution et annonça « C'est une fracture, il va falloir plâtrer. » J'acquiesçai, tenant bon, mais à l'intérieur, tout se brisait. Je regardais les murs blancs du cabinet, me demandant comment tout avait pu changer si vite. Hier encore, il était mon protecteur, celui qui me préparait du thé au lit quand j'étais malade. Aujourd'hui, j'étais seule, avec un doigt cassé, et un poids immense sur le cœur. Quand le plâtre fut posé, je posai la question qui me hantait, et si ça recommence? Si jamais il me fait encore mal? Ma voix se perdit dans un sanglot que je n'arrivais pas à retenir. Le médecin me regarda longuement, sans rien dire, juste un soupir lourd de sens. Je rentrai chez nous, la main engoncée dans ce carcan blanc. La porte s'ouvrit difficilement sous mes efforts. Tenir la clé était un calvaire. Il m'accueillit d'un regard noir, comme si j'avais commis un crime. « Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit ?» demanda-t-il, sans une once de douceur. Je lui montrai ma main plâtrée. Il souffla avec mépris. « Oh, la tragédie, une fracture, ce n'est pas la fin du monde. » Je ne reconnaissais plus cet homme. Était-ce vraiment lui, celui qui autrefois m'apportait le petit déjeuner au lit, celui qui jurait de me protéger? Maintenant, il se tenait là, froid et distant, obsédé par ce fichu contrat de prêt. Je secouai la tête, mon souffle tremblant. Je ne signerai pas. Son visage se durcit, presque de pierre. Alors débrouille-toi. Sa voix était une menace à peine voilée. Le soir, il partit chez sa mère, me laissant seule. Seule avec la douleur et mes pensées tourbillonnantes. Peut-être que c'était là mon moment, ma chance de tout remettre à plat. Je repensais à ses jalousies sans fondement, à ses cris pour des broutilles, à sa mère qui s'immisçait partout et à lui qui prenait toujours son parti. J'avais tout supporté, croyant que l'amour serait plus fort. Mais après ce doigt cassé, je compris enfin, ce n'était pas de l'amour, c'était une prison. Plus tard dans la nuit, il revint, légèrement ivre, l'odeur d'alcool lui collant à la peau. Il s'assédit sur le canapé, et recommença à me reprocher mon refus, la tristesse de sa mère, les dégâts que je causais. Je restais silencieuse, sachant que toute explication serait vaine. Il préférait sauver la face devant sa mère plutôt que de prendre soin de moi. Ce silence fut pire que toutes les disputes. Il hurla, furieux, frappant la table, faisant trembler la vaisselle. J'avais peur, mais aucun mot ne sortit de ma bouche. Cette nuit-là, comme tant d'autres, je ne dormis pas, fixant le plafond, songeant que je ne pouvais plus continuer ainsi. La peur ne me paralysait plus. À sa place, une étrange force, lourde mais libératrice, prenait racine. Je savais que je devais agir, non par rancune ni obstination, mais pour moi, pour ma vie, ma liberté, mon intégrité. Lui dormait à côté, ronflant paisiblement, inconscient que tout en moi avait changé. Que le lendemain ne serait jamais plus comme avant. Ce matin-là, je me levai avant lui, silencieuse, pour ne pas entendre ses grognements. Dans la cuisine, avec ma tasse de thé, j'essayais de tenir le mug d'une main gauche maladroite, gênée par le plâtre qui me serrait le poignet. Tout était lourd, compliqué, même le simple geste de boire. Cette maison, jusque-là mon refuge, semblait devenir une cage. Chaque gorgée m'éclairait un peu plus, il fallait que je bouge. Que je sorte de ce silence mortel. La voisine, Madame Moreau, frappa à la porte. Elle avait sûrement deviné que quelque chose n'allait pas depuis longtemps. En voyant ma main, elle s'exclama, choquée, « Mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive ?» Je tentai un sourire, disant que j'étais tombée, mais elle secoua la tête. « Ne me mens pas, ça se voit. » Ces mots me blessèrent, mais une lueur d'espoir apparut. Quelqu'un avait enfin vu ma douleur.
Quand mon mari se leva, les premiers rayons du soleil filtraient à travers les volets quand je me réveillai, le corps encore engourdi par la fatigue et la douleur au poignet. Le plâtre pesait lourd, mais c'était bien moindre que le poids qui écrasait mon esprit. J'avais passé la nuit à ressasser mes décisions, à imaginer ce que serait demain, sans lui. Cette idée, à la fois effrayante et libératrice, avait fini par s'imposer comme une évidence. Il fallait que je parte, que je m'échappe de cette cage, de cette maison devenue un piège. Je me levai lentement, chaque mouvement me rappelant la fracture, chaque instant renforçant ma résolution. La cuisine était froide et silencieuse, sauf pour le tic-tac régulier de l'horloge accrochée au mur, qui semblait marquer le compte à rebours de ma vie d'avant. J'allumai la bouilloire, le bruit de l'eau qui chauffait semblait soudain trop fort, comme un tambour annonçant une bataille. J'attrapai la tasse avec ma main valide, mais même ce geste simple me demanda un effort considérable. Assise à la table, je regardais autour de moi. Les murs, les meubles, les cadres photos où nous étions heureux, souriants, complices. Je les fixais un long moment, les yeux embués, le cœur serré. Ces souvenirs me semblaient à la fois précieux et étrangers, comme s'ils appartenaient à une autre vie, une vie où l'amour n'avait pas encore laissé place à la peur et au silence. Je portais la tasse à mes lèvres, la chaleur du thé m'apaisant un peu, mais je savais que ce calme était trompeur. La tempête grondait encore, prête à éclater à la moindre étincelle. Je savais que je devais être prête, que je devais rassembler mes forces, mes papiers, mes pensées. Je me levai, malgré la douleur, pour ouvrir le placard. Ma main plâtrée gênait, m'obligeant à faire des mouvements maladroits, presque comiques. J'attrapai quelques vêtements, un peu de maquillage, mes médicaments, tout ce qui pouvait tenir dans un sac à main un peu trop petit. Je jetai un dernier coup d'œil à la pièce, comme pour dire adieu à cette vie qui ne m'appartenait plus. Le téléphone vibra sur la table, affichant le nom de ma mère. Je restai figé, le cœur battant. Finalement, je décrochai. Sa voix, douce et rassurante, brisa un instant le mur d'angoisse qui m'enveloppait. « Je viens chez toi, dis-je, la voix tremblante. Elle répondit simplement, « Je t'attends. » Ce fut un baume sur mes blessures invisibles. Le reste de la journée fut une succession d'émotions. J'essayais de ne pas penser à lui, à ses menaces, à sa colère. Mais son ombre pesait partout, dans chaque recoin de l'appartement, dans chaque silence. J'avais peur de ce qu'il pourrait faire, peur de ce qu'il pourrait dire, peur de me laisser à nouveau submerger. Le soir venu, je fis le tour de l'appartement une dernière fois. Je caressai du regard les meubles, les rideaux, les lumières tamisées. Je repensai à nos disputes, à ses cris, à ce moment où il m'avait fait mal, à la douleur physique qui n'était rien comparée à la douleur de l'âme. Je me surpris à rire doucement, amer, en me disant qu'à ce rythme, je pourrais presque écrire un roman noir intitulé « Comment j'ai survécu à mon mari ». Je me couchai tôt, laissant la lumière s'éteindre doucement, sachant que demain serait un nouveau départ. Je n'avais jamais été aussi seule, et paradoxalement, jamais aussi libre. Mes rêves furent agités, entrecoupés d'images de lui, de moi, de cette cage qui se refermait et de la porte qui s'ouvrait enfin. À petit matin, je rassemblai mes dernières affaires. La main plâtrée me faisait souffrir, mais je serrai les dents. Je descendis les escaliers, mon sac à la main, le cœur battant à tout rompre. Il était là, dans l'entrée, les bras croisés, le regard dur. Il tenta de me retenir d'un geste, mais je passai devant lui, sans un mot. Je sentais ses yeux me suivre, brûlant d'une colère sourde, mais je ne me retournai pas. Dehors, l'air frais me saisit, emportant avec lui une partie de mon angoisse. Je marchais dans les rues pavées de Saint-Étienne, émerveillé par la lumière du matin qui semblait nettoyer la ville et mon esprit. Je ne savais pas où cette route me mènerait, mais je savais qu'elle serait la mienne. Et c'était tout ce qui comptait. Le soleil s'était levé, éclatant sur les toits de tuiles rouges et les façades en pierre ancienne de Saint-Étienne, quand je me retrouvai assise sur un banc du parc Jean-Marie Chavant. Le bruissement des feuilles dans le vent et le chant des oiseaux formaient une symphonie inattendue, presque irréelle après les derniers jours de chaos et de douleur. Mon poignet plâtré reposait sur mes genoux, enveloppé dans une écharpe légère que j'avais empruntée à ma mère au téléphone. Je respirais profondément, laissant l'air frais emplir mes poumons, comme si chaque bouffée chassait un peu plus le poids qui m'oppressait. Autour de moi, la ville s'éveillait lentement. Quelques passants pressés traversaient l'allée, des étudiants enfilant leurs sacs à dos, un vieux monsieur promenant son chien avec une dignité presque comique dans son béret. J'observais ces scènes simples, banales pour beaucoup, mais pour moi, elles représentaient une promesse. La vie pouvait continuer, loin de cette maison où j'avais étouffé trop longtemps. J'y repensais à mon mari, à la fracture infligée, pas seulement à mon doigt mais à notre relation, à cet amour devenu prison. Je me rappelais la douleur sourde au moment où ma main avait heurté la table, le choc brutal, les cris, puis ce silence glacial qui avait suivi. Et malgré tout, il y avait eu ce moment, cette étincelle de rage et de courage qui s'était allumée en moi, plus forte que la peur, plus forte que la douleur. Je souris doucement, un sourire teinté d'ironie. Qui aurait cru que mon doigt cassé deviendrait le déclencheur de ma renaissance?
Un peu comme si la douleur physique avait brisé les chaînes invisibles qui me retenaient captive. Je songeais que, finalement, il fallait parfois un bon coup de pouce, ou plutôt un coup de doigt, pour ouvrir les yeux. Mes pensées dérivèrent vers ma mère, cette femme forte et tendre qui m'avait accueilli sans poser de questions, qui avait préparé cette chambre où je pourrais guérir, réfléchir, me reconstruire. Elle m'avait promis des repas chauds, des soirées au coin du feu, et surtout, une oreille attentive. Rien que cette idée me réchauffait le cœur. Mais au-delà de la douceur maternelle, je savais que le vrai combat ne faisait que commencer. Reprendre ma vie en main, affronter les jugements, les regards, peut-être même les menaces. Tout cela me terrifiait autant que cela me galvanisait. Je n'étais plus la jeune fille naïve qui croyait que l'amour pouvait tout réparer. J'étais devenue une femme décidée à ne plus se laisser écraser. J'y passai la main sur mon visage, essuyant une larme furtive, non pas de tristesse, mais de soulagement. Je pouvais pleurer maintenant, sans honte, sans peur. C'était mon droit, ma catharsis. Dans un coin du parc, un groupe d'enfants jouait, leur rire cristallin éclatant comme des bulles de savon dans l'air. Leur insouciance me fit penser à ma propre enfance, à ces jours où le monde semblait vaste et prometteur. Je me promis, là, assise sur ce banc, que je ferais tout pour retrouver cette légèreté, ce bonheur simple, même si le chemin serait long et sinueux. J'y sortis mon téléphone, hésité un instant avant d'envoyer un message à une amie de confiance. J'avais besoin de liens, de soutien, de preuves que je n'étais pas seule. Puis, je levai les yeux vers le ciel, où quelques nuages blancs flottaient paresseusement, et je me surprenais à espérer, à rêver. La vie, pensais-je, est parfois une série de chutes et de blessures. Mais c'est aussi la force de se relever, de marcher encore, d'aimer malgré tout. Et moi, ce matin-là, j'étais prête à marcher, à guérir, à aimer, d'abord moi-même. Les jours suivants s'écoulaient comme une étrange parenthèse, douce amère, oscillant entre la douleur physique et cette sensation nouvelle, presque déroutante, de liberté. Ma main plâtrée était un rappel constant de la violence subie, mais aussi un symbole paradoxal de ma résistance. Chaque matin, je me réveillais dans la chambre prêtée par ma mère à Firminy, petite ville ouvrière nichée au creux des monts du Forêt, où les souvenirs d'enfance se mêlaient aux promesses d'un avenir incertain. Je choisissais mes vêtements avec plus de soin qu'avant, comme pour me réapproprier mon corps et mon image. Une robe légère couleur lavande, qui effleurait mes genoux, dévoilant juste assez mes jambes pour susciter un frisson de confiance, sans jamais franchir la frontière du convenable. Mes chaussures, de petites ballerines en cuir souple, me permettaient de marcher avec grâce malgré la gêne du plâtre. Autour de mon cou, un collier fin en argent, cadeau d'anniversaire de ma meilleure amie, oscillait doucement à chaque pas, rappel discret que je n'étais pas seule. Je m'efforçais de cultiver cette élégance retrouvée, cette féminité que je croyais perdue sous le poids des disputes et du silence. Parfois, je me surprenais à me regarder dans le miroir, à apprécier la façon dont la lumière jouait sur mes cheveux châtain clair, ondulant légèrement sur mes épaules. Mon regard, lui, était plus dur, plus assuré, mais toujours empreint d'une douce vulnérabilité. Cette combinaison étrange me fascinait et m'effrayait à la fois. Chaque jour, je sortais un peu plus, affrontant les regards des voisins, les murmures, parfois les jugements. Mais je sentais aussi des mains tendues, des sourires complices, des solidarités inattendues. Ma voisine, Madame Moreau, m'apportait des petits plats, s'inquiétait de ma santé et surtout, n'évoquait jamais mon mari avec autre chose que de la pitié silencieuse. Un après-midi, je me rendis à la mairie pour déposer une demande d'aide juridique. Le bâtiment, imposant et austère, semblait symboliser tout ce contre quoi je me battais. Une institution froide, bureaucratique, détachée des réalités humaines. Pourtant, dans ce lieu impersonnel, je rencontrai une assistante sociale, une femme d'une 50aine d'années au sourire bienveillant, qui m'écouta sans interrompre, notant chaque mot, chaque douleur cachée derrière mes phrases. Elle me parla de mes droits, des démarches possibles, des protections dont je pouvais bénéficier. Pour la première fois, j'eus le sentiment que la justice n'était pas un monstre indifférent, mais une alliée potentielle. Sur le chemin du retour, je passai devant une petite librairie, aux étagères débordantes de romans et d'histoires d'ailleurs. Sans vraiment réfléchir, je poussai la porte, accueilli par le parfum du papier et du bois ciré. Je choisis un livre de Simone de Beauvoir, pensant que les combats de cette femme audacieuse pourraient m'inspirer. En feuilletant les pages, je sentis une étrange complicité naître, comme si, à travers ces mots, une voix familière me soufflait de ne jamais renoncer. Le soir, dans la petite cuisine de la maison de ma mère, entre les éclats de rire de mes neveux et le parfum du cassoulet mijoté, je retrouvais un peu de ce bonheur simple que j'avais cru perdu. Mais le souvenir de mon mari, de sa colère, de la fracture, restait là, en filigrane, comme une ombre menaçante. Je savais que l'histoire n'était pas terminée, que les cicatrices mettraient du temps à guérir, visibles ou invisibles. Pourtant, chaque jour, je me sentais un peu plus forte, un peu plus prête à écrire un nouveau chapitre. Un chapitre où la peur ne dicterait plus mes choix, où je pourrais, enfin, être moi-même, libre. Mes nuits étaient encore hantées par des cauchemars,
où sa voix grondait, où ses mains devinaient le chemin de la douleur. Mais le matin, je me réveillais avec la certitude que cette fois, c'était fini point dans un coin de mon sac. Je gardais précieusement le contrat de prêt, ce symbole noir de la nuit où tout avait basculé. Parfois, je le sortais, le froissais entre mes doigts, puis le rangeais à nouveau. Ce papier était devenu le talon d'Achille d'un passé que je refusais désormais d'endosser. Un soir, alors que je lisais tard, une notification fit vibrer mon téléphone. Un message anonyme, court, froid. Tu crois vraiment que c'est fini? Regarde derrière toi. Mon cœur s'emballa, un frisson glacé parcourut mon échine. Était-ce une blague? Une menace? Le passé qui refusait de me lâcher? Je posai le téléphone, le regard fixé sur la fenêtre où la nuit s'étendait, profonde et silencieuse. Une part de moi voulait fuir cette inquiétude, mais une autre, plus déterminée, savait que je devais faire face, encore et toujours. Je savais que mon combat ne faisait que commencer. Et cette fois, je n'étais plus seule. Les jours qui suivirent cette mystérieuse menace furent teintés d'une tension sourde qui ne me quittait jamais tout à fait. Chaque bruit dans la maison, chaque ombre projetée par les réverbères, réveillait en moi une anxiété que je croyais avoir domptée. Pourtant, au fond, une force nouvelle s'était installée, un feu intérieur qui refusait de s'éteindre, même face à l'inconnu. Je continuais à me reconstruire dans le cocon protecteur de la maison de ma mère à Firminy. La douceur des murs familiers, le parfum réconfortant des plats mijotés, les rires des enfants qui jouaient dans le jardin me donnaient un semblant de paix. Mais cette paix était fragile, comme un fragile équilibre sur le fil du rasoir. Chaque matin, je revêtais avec soin mes vêtements, mes robes aux couleurs douces, mes accessoires discrets mais choisis avec attention. Je voulais qu'on me voie autrement qu'une victime. Ce plâtre, qui alourdissait mon bras, semblait paradoxalement devenir l'emblème visible de mes combats invisibles. Je prenais soin de mon apparence, glissant parfois une touche de rouge à lèvres, un parfum léger, conscient que ces petits gestes étaient des actes de rébellion contre un passé qui voulait m'écraser. Un après-midi, poussé par une impulsion que je ne m'expliquais pas, je décidai de retourner au centre-ville. Je voulais sentir la vie vibrer autour de moi, sentir le pouls du monde, affronter le regard des passants sans baisser les yeux. Je marchais lentement dans les rues pavées, les yeux rivés sur les devantures colorées, les terrasses où les conversations s'animaient sous le soleil déclinant. Je m'arrêtais devant une vitrine où un mannequin portait une robe en dentelle noire, élégante et audacieuse, à la fois mystérieuse et sensuelle. J'imaginais la porter lors d'un soir nouveau, libre de toute peur, prête à écrire une autre histoire. Un sourire naquit sur mes lèvres, un sourire teinté d'espoir et de défi. Mais le silence de mes pensées fut brutalement interrompu par la sonnerie insistante de mon téléphone. Un numéro inconnu s'affichait. Mon cœur fit un bond. Je pris une profonde inspiration, hésitai, puis décrochai. Une voix rauque, presque étranglée, murmura simplement. Tu ne peux pas fuir éternellement. J'y raccrochai, les mains tremblantes, le souffle court. Était-ce lui? Ou un complice de cette ombre qui me suivait? La peur, cette vieille compagne, tentait de reprendre sa place, mais je la repoussai du mieux que je pus. Au retour chez ma mère, je confiai ce nouvel épisode à ma meilleure amie, Claire, qui ne ménageait pas ses encouragements. Elle me rappelait sans cesse que la peur était normale, mais que je n'étais plus seule, que nous formerions un rempart contre cette menace. Ces mots étaient comme un baume sur mes blessures, une lumière dans l'obscurité. Les nuits, bien que toujours agitées, étaient désormais ponctuées de rêves où je me voyais debout, forte, insoumise. Je sentais mon corps se délier, mes pensées s'affirmer. Ce combat, je le mènerais à ma manière, avec dignité et détermination. Un matin, alors que je rangeais mes affaires, je trouvai dans ma poche un petit mot plié, sans signature. La vérité viendra te libérer, mais elle pourrait aussi tout détruire. Mon souffle se coupa. Le mystère s'épaississait, les ombres semblaient danser autour de moi, et je compris que ce que je pensais être la fin n'était peut-être que le prélude d'une tempête plus grande. J'y posai le papier sur la table, le regardant longuement. Ce message, énigmatique et inquiétant, était une invitation à plonger plus profondément, à affronter non seulement les démons visibles, mais aussi ce tapis dans l'ombre de mon histoire. J'y savais, sans l'ombre d'un doute, que mon chemin serait semé d'embûches. Mais j'étais prête. Prête à découvrir la vérité, à briser les chaînes, à renaître de mes cendres. Car au bout du tunnel, il y avait la lumière. Et cette lumière, j'allais la chercher, coûte que coûte.